L'association qui organise ces 2 journées, Sexe et Consentement, a été récemment consultée comme acteur de la prévention par l'IGESR, l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, dans le cadre de l'audit des IEP, les instituts politiques, suite aux violences sexuelles sur les campus, dont on a déjà parlé ce matin. Ce rapport il a été publié en juillet dernier et il est divisé en 3 parties. Il commence d'une part par reconnaître l'ampleur de la problématique des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Il fait ensuite apparaître le rôle majeur des établissements et de leur communauté dans la lutte contre ces violences. Et il énonce, en dernière partie, quelques actions prioritaires à mettre en place à l'échelle nationale, en faisant ressortir tout particulièrement la question de la formation et de la prévention. Et depuis la publication de ce rapport, Sexe et Consentement s'est fait le relais des interrogations précises des établissements quant aux moyens concrets à mettre en place pour prévenir ces violences. En fait, la question, c'est, maintenant que le constat est fait et reconnu, il était reconnu depuis longtemps, mais reconnu par le gouvernement, se pose la question de savoir comment concrètement éduquer au consentement sur les campus. Et l'objectif de cette rencontre, précisément, c'est d'essayer d'apporter des éléments de réponse en laissant la parole à des acteurs et des actrices qui sont aux prises avec les réalités de terrain et avec la réalité de différents terrains. Donc c'est pourquoi on a souhaité inviter des acteurs de la prévention, que ce soit des organisations de la société civile et ou des associations étudiantes, pour à la fois discuter des politiques de prévention mises en place par les institutions et mettre en évidence surtout le rôle des associations dans cette mise en place. Donc je vais présenter les intervenants et les intervenantes au fur et à mesure pour que ce soit plus clair. Et je commence par Colline Briquet, qui est co-référente à l'égalité femmes-hommes à l'IESEG, qui est une école de commerce qui est située à Paris et à Lille, chercheuse et membre de VSS Formation, dont on parlait tout à l'heure, qui est un réseau indépendant d'intervenants et d'intervenantes expertes de la prise en charge et de prévention des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Et je voudrais commencer par vous interroger sur votre rôle précis à l'IESEG et sur les solutions qui sont mises en place sur le terrain directement. Bonjour à tous et à toutes. Donc merci à Sexe et Consentement de m'avoir invité pour partager aussi notre expérience à l'IESEG et puis aussi mon expérience au sein de VSS Formation. Donc je pense que ce que l'IESEG a mis en place, c'est un peu aussi ce qu'on retrouve dans de nombreux établissements. Aujourd'hui, on va avoir 3 volets. On a un premier volet formation, information des étudiants et des personnels. On a un deuxième volet que j'appellerais plutôt protection, donc accompagnement, accueil des victimes, mise en place de procédures, dispositifs d'alerte, de signalement. Et un troisième volet plutôt disciplinaire. Donc c'est-à-dire ça englobe aussi bien la question du règlement intérieur que de toutes les procédures qui permettent d'aller jusqu'à un conseil de discipline et de pouvoir mettre en place du coup les sanctions adéquates. Alors je voudrais revenir tout particulièrement sur le premier volet, formation et information, parce qu'il me semble tout particulièrement important et ça fait écho à notre sujet d'aujourd'hui. De ce que j'observe, je dirais qu'aujourd'hui on a 3 grandes catégories de formation, de sensibilisation sur ces sujets. Le tout premier qui est peut-être un des plus anciens, va se focaliser, ce sont des interventions qui se focalisent sur une prise de conscience de l'ampleur du phénomène, de son côté systémique, un moyen aussi de dénoncer la banalisation de ces violences, les mécanismes de banalisation, d'évitement, de déni. Donc ça va être par exemple l'organisation de ciné-débats, de conférences, notamment conférences d'experts ou de témoignages d'anciens. On voit de plus en plus des anciens revenir c'est plus facile finalement quand on a quitté l'enseignement supérieur de revenir pour évoquer par exemple des situations de bizutage à caractère sexuel, des pratiques sexuelles, sexistes en établissement. On peut avoir aussi du théâtre-forum, ça se développe de plus en plus d'universités le développent. Donc, qui sont basés, ce sont des comédiens qui vont s'appuyer sur des scénarios fictifs inspirés de faits réels, mais qui vont permettre de lancer une discussion libre. Donc on a cette première catégorie un peu de prise de conscience. Je dirais que d'autres interventions rentrent dans une seconde catégorie qui vise plutôt l'acquisition de connaissances pour les étudiants, de connaissances socio-juridiques. Donc permettre aux étudiants de repérer, d'identifier ces différentes violences, de savoir à quel moment le flirt s'arrête et on arrive vers du harcèlement, à quel moment on est dans des situations de bizutage, des situations d'agression sexuelle, de repérer aussi des situations qui relèvent du viol.
Donc toutes ces connaissances, et par exemple, c'est le genre de formation aussi qu'on propose à VSS Formation pour les étudiants et aussi les personnels. Et j'irai une troisième catégorie qui va viser au-delà des connaissances, des compétences, c'est-à-dire permettre aux étudiants d'être en confiance pour pouvoir, si un étudiant ou une étudiante vient les voir, de pouvoir aider cet étudiant, de savoir quoi faire. Et aussi, lors de situations, qu'ils soient victimes ou témoins, de savoir comment agir. Je pense notamment au programme Stand Up, qui a été développé par l'ONG Hollaback, la Fondation des femmes et L'Oréal, sur la méthodologie des 5D en cas de harcèlement sexuel. À VSS Formation, on propose aussi des formations orientées sur, par exemple, les techniques d'écoute, où on va avoir dans ces formations-là spécifiquement des jeux de rôle et des mises en situation. Et pour terminer, je dirais qu'il y a une quatrième catégorie qui est encore peu développée à ma connaissance et qui fait écho à ce que Ella et Juliette ont pu dire en début de matinée. Ce sont des formations qui visent plutôt à changer les normes et les valeurs pour changer les comportements en profondeur. Donc on va revenir sur les normes et les valeurs en matière de sexualité, c'est-à-dire de jouer sur les biais inconscients, sur les préjugés. Et l'idée, c'est de réécrire, en fait, de reconstruire des scripts sexuels, des comportements sexuels, des compétences communicationnelles en matière de consentement et d'égalité. Et l'idéal, c'est bien sûr une combinaison des 4 éléments. Et selon vous, quels freins vous rencontrez, et peut-être dans les écoles de commerce particulièrement, si c'est pertinent de poser la question comme ça, justement à la mise en place d'une culture du consentement, pour le dire largement? Qu'est-ce qui résiste en fait? Alors, pour former, il faut libérer du temps pour pouvoir former. C'est-à-dire qu'on ne forme pas en 30 minutes. Donc comme je disais, pour moi, l'idéal, c'est vraiment la combinaison un peu de ces 4 éléments, de prise de conscience, de connaissance, de compétences, de jouer sur les normes. Un très bon exemple de ce qui a été fait, c'est une initiative d'une université anglaise en 2014. C'est l'université West of England, Bristol. Et ensuite, ça a été repris par l'université d'Exeter, qui s'appelle The Intervention Initiative. Et en l'occurrence, donc c'est une formation qui est très complète, mais c'est 12 heures de présentiel, sans doute autant de travail personnel pour les étudiants, et ce sont des groupes de 15 à 20 étudiants. Or, aujourd'hui, les établissements qui développent des formations de prévention, bien souvent, ça va être 1 heure, 1 heure et demie, ça peut être des amphis où on a 100, 200, 300 étudiants. Alors, je ne lance pas la pierre, hein, c'est déjà très bien de mettre tout ça en place, mais si on veut changer, pour répondre à votre question, arriver à cette culture du consentement, il faut avoir du temps, il faut que les étudiants aient du temps de réfléchir à ces questions. Et à nouveau, pour faire écho à ce qui a été dit ce matin, c'est peut-être aussi un peu tard d'attendre d'avoir 18 ans pour pouvoir former sur ces questions. Nous, on pose la question en début de première année, donc il y a un module de formation, on pose la question aux étudiants, avez-vous déjà eu des modules de prévention des violences sexistes et sexuelles? On a plus de 90%, à nouveau, ça fait écho à ce qui a été dit ce matin, qui disent qu'ils ne l'ont jamais fait. Donc ces 12 heures de formation, je repense à l'exemple anglais, si on avait déjà 3 heures au moment du lycée, voire même encore plus tôt à la fin du collège, c'est-à-dire quand on arriverait dans l'enseignement supérieur, on pourrait ajouter 3-4 heures, on arriverait peut-être à la fin des études supérieures à avoir justement ces 15 heures de formation, et puis surtout d'avoir progressivement différents temps de formation en fonction des âges. Et pour moi, c'est un levier essentiel, très important. Et toujours pour faire écho à votre question, donc il y a la formation, il y a l'information. Et ce qui a été dit aussi par Élise Brunel aussi ce matin, c'est l'importance des dispositifs de signalement. D'ailleurs, c'est bien de former les étudiants, mais si les étudiants ne savent pas vers qui se tourner quand les faits se produisent, et puis derrière, il doit y avoir des procédures disciplinaires, et pour ça, les établissements ont besoin d'être accompagnés, parce que ce sont des procédures complexes. Quand on parle de cellules d'écoute, on touche à des aspects médicaux, psychologiques. Quand on touche aux aspects de procédures disciplinaires, on touche à des questions de droit. Moi, je travaille dans un établissement privé. Depuis qu'on a mis en place ces procédures, on passe notre temps à recontacter le conseil juridique de l'école en disant est-ce qu'on peut faire ça? Jusqu'où on peut aller? Si on fait ça, qu'est-ce qui se passe derrière? On a parfois des situations d'étudiants qui nécessitent d'avoir une meilleure connaissance du droit. Donc, des éléments très complexes. D'accord. Et à part donc justement la question du temps et la possibilité peut-être d'avoir une éducation bien en amont de l'entrée dans les études supérieures, qu'est-ce que vous avez l'impression qui manque peut-être institutionnellement pour justement une mise en place plus aisée, plus rapide peut-être de cette culture-là? Alors, je dirais que j'ai peu de mérite, ou du moins beaucoup moins que des référents et référents dans d'autres établissements, parce que ça a été relativement facile au sein de mon établissement pour mettre en place toutes ces procédures. Et
Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les référents et référentes qui travaillent depuis les années 2000, notamment à partir de 2010, ça a été redit lors de la perspective historique par le ministère, qui ont vraiment semé toutes ces graines. Je sais les difficultés qu'ils ont pu avoir. À nouveau, de parler de violences sexistes et sexuelles en 2010, en 2013, c'était encore plus complexe. Je pense aux établissements qui ont mis en place tous ces dispositifs très tôt. Moi, je travaille sur ces sujets depuis 2016. Je suis officiellement référente depuis 2018. Et donc au moment de mettre en place des cellules, des dispositifs, j'ai eu le sentiment de pouvoir justement bénéficier de tout ce travail qui avait été réalisé en amont. Et je dirais que pour pouvoir mettre en place tous ces dispositifs, il y a plusieurs éléments qui me semblent importants. Le premier, qui est essentiel, c'est le soutien institutionnel, donc de la direction de l'établissement. Sans cet appui, je n'aurais rien pu faire. Et clairement, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance, parce que ce n'est pas le cas partout. Mais quand je suis allée voir notre directeur en disant voilà, je veux mettre en place un module de formation pour les étudiants à la rentrée, je veux l'aide d'ingénieur pédagogique parce que ça va être un module en ligne qui va durer 2h30. Je veux que ce soit obligatoire pour tous les étudiants de première année. Je voudrais un budget pour le traduire en anglais parce qu'on a des étudiants internationaux. Tout de suite, on m'a dit oui, et puis j'ai dit au directeur, et puis je voudrais aussi que vous fassiez la vidéo d'introduction, parce que je voudrais que ce soit vous qui disiez aux étudiants que c'est important. Et puis si on met ça en place, il faut aussi une cellule. Et si une cellule, il faut que les référents soient formés, donc il faut un budget pour former les référents. Et puis s'ils sont référents, il faut des primes annuelles, il faut un avenant à leur contrat. Et j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'à chaque fois, on m'a dit oui. Pour moi, il y a ce soutien institutionnel. Et il y a un deuxième élément qui a été redit, il y a une question à ce sujet, c'est le soutien des associations. À nouveau, on ne fait rien sans le soutien des associations étudiantes, donc je suis ravie qu'il y ait cette table ronde et cette diversité. À nouveau, quand j'y repense, il y a encore 3-4 ans et aujourd'hui, je suis ravie de voir les étudiants aussi présents. Nous, à l'école, la formation des responsables associatifs, ce sont les étudiants eux-mêmes qui l'organisent, qui font appel aux différents experts, et plus ils seront engagés, plus on pourra agir. Et le dernier élément sur lequel je vais terminer, c'est l'entraide et la solidarité entre les établissements. La mise en place de la CPED, tout ce que développe aussi la CGE, je n'aurais rien pu mettre en place si je n'avais pas eu aussi l'expertise, les bonnes pratiques, les conseils des autres établissements. Et on doit renforcer encore plus justement ces bonnes pratiques. Échanger justement ce qu'on met en place, qui fonctionne, mutualiser aussi des ressources. Si besoin, ça me semble essentiel. Merci beaucoup. Alors je passe à Inès Girard, qui fait partie de l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur. Et avant d'en arriver à la question de l'action et de la prévention, je voulais d'abord commencer par vous interroger sur les enquêtes menées par l'Observatoire et surtout pour savoir si vos conclusions étaient semblables à celles de l'IGESR. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir invités. Effectivement, ces sujets sont très importants et concernant ce rapport qui a été publié, l'Observatoire a été en fait aussi auditionné, notamment pour les recommandations. Et ce n'est pas une surprise, mais les résultats sont assez semblables. C'est-à-dire qu'on a d'abord... on fait face à une impunité et à des traditions dans les établissements. Notamment dans nos rapports, on a beaucoup d'élèves qui disent que dans leurs établissements, les traditions sont sexistes, inégalitaires. C'est-à-dire qu'on a eu 71% des répondants qui affirment ceci. À côté de ça, il y a aussi un clair manque de connaissances. Donc, comme ça a été extrêmement bien dit, on a eu un étudiante sur 5 qui ne connaissent pas la différence entre harcèlement et agression sexuelle, ce qui est quand même la base en matière de VSS. Et si les personnes ne connaissent pas les différences ou leurs droits ou ce qui est une VSS, parfois ils ne savent même pas qu'ils sont aussi victimes. Donc on a aussi tout ce problème-là des étudiants et étudiantes qui subissent des VSS, du sexisme. Alors ça peut être du sexisme ordinaire, comme des violences beaucoup plus, si je peux dire, graves, et qui en fait ne savent même pas que ce qui s'est passé n'était pas normal et qu'il y a des moyens d'action dans les établissements ou même au niveau juridique, accompagnement aussi psychologique. Et le dernier point qui reprend aussi beaucoup le rapport et qu'on a aussi trouvé dans notre rapport, c'est malheureusement le manque de confiance envers les établissements. Heureusement, les établissements se mobilisent de plus en plus pour agir en mettant en place des cellules d'écoute, mais aussi des procédures disciplinaires en accompagnement les victimes. Mais dans nos chiffres, on a eu 22% des répondants-répondantes qui pensent que ça ne sert à rien de contacter leurs établissements, plus d'un quart qui ne connaissaient pas les dispositifs qui existaient, et jusqu'à 9% qui
indiquaient connaître ces dispositifs, mais n'avaient soit pas confiance ou pensaient que ça ne servirait à rien. Or, on l'a vu aussi dans la matinée, notamment l'article 40 a été mentionné, il y a des obligations légales des établissements pour accompagner les victimes et les protéger. Il y a aussi une circulaire, il me semble, de novembre 2012 qui insiste sur le fait que les victimes doivent être protégées, qu'il doit y avoir des mesures conservatoires qui doivent être prises justement pour assurer cette protection. Et quand on voit actuellement que des personnes viennent nous voir, je pense que c'est la même chose pour les associations étudiantes, en nous disant j'ai été victime ou j'ai été témoin, je ne sais pas quoi faire ou je n'ose pas en parler à mon établissement puisque j'ai peur qu'on me dise que c'est ma faute ou fais attention à ta carrière, peut-être que tu vas aussi détruire celle de la personne d'en face, ce genre de discours qui certes diminue mais existe encore. On se rend compte qu'il y a vraiment encore des moyens d'action et on est très ravis de voir que l'enseignement supérieur a fait aussi un rapport qui corrobore ces résultats et de voir que autant les institutions, les établissements et les associations étudiantes agissent dessus. Et vous, à l'Observatoire, vous agissez aussi, donc il y a cette partie enquête, mais il y a aussi les actions concrètes que vous menez. Et c'est quoi ces actions concrètes menées par l'Observatoire ? Tout à fait. Alors, l'Observatoire... Parfait, vous pouvez voir nos 3 points sur le slide. Donc on est d'abord une association étudiante interfilière d'envergure nationale. Donc on a vraiment pour objectif de représenter tous les étudiantes, étudiants de France, peu importe leur filière et leur niveau aussi. On a des personnes de première année comme on a des doctorants, des doctorantes. Et notre objectif, ça a été d'enquêter, de recenser et d'agir. C'est-à-dire qu'on est parti du principe qu'il fallait faire un état des lieux. Alors maintenant, comme ça a été dit, il y a beaucoup de rapports, ce qui est vraiment déjà une première étape qui permet en fait d'établir la réalité du terrain des VSS. Puisqu'en plus, les VSS peuvent aussi différer suivant les écoles. Vous avez posé la question concernant les écoles de commerce. Les VSS peuvent varier suivant les filières, mais aussi les différents types de campus. Est-ce que ça se passe entièrement en ligne? Est-ce que c'est entièrement en présentiel? Et ensuite, à partir de ces enquêtes, on va recenser aussi tous les dispositifs, les initiatives qui existent. Et on met un point d'honneur à agir avec les étudiants, étudiantes et les associations, puisque nous sommes nous-mêmes des bénévoles étudiants et étudiantes, pour qu'on puisse demander aussi aux personnes qui sont directement sur le terrain d'agir concrètement dans les établissements. Et enfin, on essaye d'agir en proposant des recommandations. Donc, ce qu'on a fait au niveau national avec le rapport, peut-être que vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le consulter sur notre site internet. On fait la même chose pour les établissements en leur proposant en fait d'établir un état des lieux des VSS sur leur campus. Et donc à partir de ça, on crée un groupe de travail avec des étudiants et étudiantes qui sont simplement étudiants et étudiantes, mais aussi des associations, des établissements, notamment les associations féministes, mais aussi les associations LGBTQIA+, ou de lutte contre le racisme, puisque ces populations sont disproportionnellement exposées au VSS, et le but c'est de créer un groupe de travail pour établir un questionnaire, cerner les besoins de l'établissement. À partir de là, on diffuse le questionnaire, on analyse les réponses, et ensuite, en fonction des résultats, on propose des recommandations spécifiques au VSS, tout le temps en essayant d'inclure à chaque fois les associations qui sont déjà existantes au niveau national, mais aussi au niveau géographique. Après, effectivement, on fait aussi des conférences. Vous avez très bien insisté sur l'importance d'éduquer, de former, de sensibiliser. Alors nous, en tant que bénévoles, on ne fait pas de formation. Par contre, on sensibilise. Donc on est déjà intervenu auprès des institutions, auprès de mairies, auprès aussi d'établissements, de personnel administratif et personnel enseignant, puisque c'est aussi très important que ceux-ci soient formés. Puisqu'on a aussi énormément de victimes qui, le premier réflexe, va aller de parler à quelqu'un qu'elle connaît. Donc souvent un enseignant, une enseignante, qui ne sont pas forcément formés et qui se retrouvent aussi désemparés face à des témoignages ou à des situations face auxquelles ils ne savent pas réagir. Et on s'adapte aussi aux besoins, c'est-à-dire qu'on a aussi des associations qui sont venues nous voir en nous disant on a besoin d'intervention sur tel sujet, et à partir de là, on fait une collaboration, toujours dans l'idée que l'Observatoire est là pour faciliter, apporter une expertise, mais qu'au final, ce soit vraiment utile, non pas pour nous, mais pour les personnes des établissements, étudiants ou personnels. Et enfin, le côté recensement, c'est quelque chose que vous avez aussi abordé, auquel on est tout à fait d'accord. On a même un pôle entier
dédié au recensement, c'est-à-dire qu'on regarde sur la France et on va commencer ainsi un peu à l'étranger et on va inclure aussi les Outre-mer prochainement sur les dispositifs, les associations qui luttent contre les VSS. Donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs filtres, ça permet aussi de chercher les différentes ressources parce qu'on a eu aussi beaucoup de victimes qui nous disaient qu'elles ne savaient pas vers qui se tourner géographiquement, en plus de leurs établissements, notamment peut-être pour un soutien psychologique ou juridique. Et à partir de cette cartographie, on peut aller regarder nationalement ou dans sa ville, dans son village, quels sont les dispositifs, associations qui existent. Merci beaucoup. Alors, je passe à vous, Hugo Kiefer. Vous faites partie du BNEI, le Bureau national des élèves ingénieurs. Et c'est une association qui se propose d'appuyer les écoles d'ingénieurs dans leur lutte contre les violences. Est-ce que vous pouvez me parler des actions qui sont proposées par ce bureau en matière de prévention et d'éducation au consentement? Oui, tout à fait. D'abord, bonjour et puis merci pour l'invitation. Qu'est-ce qu'on fait au BNEI? Sur des questions de prévention, on a d'abord pris différentes choses sur la prévention, côté conduite active, notamment avec C'est pas une option, qu'on a ou avec qui on est, notamment avec la CGE et la CDFI. On propose des week-ends de formation aux étudiants sur différents projets, sur différentes choses. On a organisé des conférences autour du bien-être étudiant. Et là, on commence sérieusement à prendre en compte tout ce qui est harcèlement, violence sexiste et sexuelle. On a notamment réalisé en avril dernier une enquête qui touchait seulement les élèves ingénieurs, en 2200 réponses, 140 étudiants, donc pareil avec des conclusions qui sont similaires de toute manière. Et donc on s'est lancé notamment dans la construction d'un pacte de prévention qu'on propose aux écoles. Si vous me dites bien. Voilà. Donc en fait le but du jeu c'est de proposer aux écoles des formations sur différents projets, sur différents thèmes. Donc c'est plutôt de la sensibilisation, on ne forme pas, comme l'avait rappelé l'OVSS. Sur des thématiques, donc les HVSS, donc les harcèlements, violences sexistes et sexuelles, l'homophobie, les conduites addictives, et surtout aussi l'organisation avec l'administration d'une table ronde. Le but du jeu, c'est de mettre à la même table les étudiants et l'administration pour qu'ils puissent construire ensemble, dans un dialogue on parlait de confiance tout à l'heure avec les institutions, avec l'administration, c'est de construire avec l'administration justement des réponses, qui est vraiment de la confiance entre les deux, et essayer justement de faire en sorte que les gens se comprennent, se parlent ensemble et trouvent des problématiques qui leur sont propres, trouvent les réponses aux problématiques qui leur sont propres. Voilà un petit peu ce qu'on essaie de faire, du moins sur ce côté prévention et notamment des HVSS. Ok. Et vous intervenez uniquement en fait auprès d'écoles d'ingénieurs, et c'est quelque chose qu'on a déjà fait ressortir, c'est justement la spécificité des écoles en fait et des milieux très précis d'action. Et est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer pourquoi ça semble important que les solutions elles soient trouvées vraiment au cas, par école, presque par niveau d'études, il y a toute une spécificité comme ça? Alors, même si, en fonction des écoles, dans l'enseignement général, on retrouve des problématiques qui sont similaires, de toute manière. Nous, on travaille notamment aussi avec l'UNEAP et le BNEM, qui sont nos équivalents dans les écoles d'architecture et de paysage et de management. Par exemple, sur les écoles d'archi, il y a cette relation parfois maître-élève que dans les écoles de management ou d'école d'ingénieur, on n'a pas du tout. Donc il y a parfois la nécessité d'avoir justement cette réponse spécifique. On a aussi des contextes différents. Il y a des écoles qui sont, pour certaines, qui ont déjà développé de la prévention à un certain niveau. On a des écoles, nous, d'ingénieurs, qui ont mis en place des cellules d'écoute, qui ont un lien très proche avec les commissariats autour des campus. Et donc ça permet justement de libération de la parole, etc. Mais il y a d'autres écoles où c'est complètement différent, où effectivement, il y a des écoles où, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez eu de la chance, certaines écoles où c'est complètement différent, où il n'y a pas la possibilité de mettre en place, où c'est difficile de mettre en place des choses. Et il y a aussi une vie associative qui est parfois complètement différente. On a les écoles d'ingénieurs, c'est 200 écoles, 300 campus, il y a globalement 300 associations différentes, 300 façons de voir les choses d'une manière différente. Et donc, la place aussi on parlait tout à l'heure des rites, des cultures, sont complètement différentes. Et donc, il y a vraiment une réponse adaptée à chaque fois, en fonction des étudiants, en fonction de leur relation avec leur administration. Donc, on essaie, avec justement ces tables rondes, d'apporter une réponse qui convienne aux étudiants, parce que c'est ça aussi. C'est de dire, voilà, on a une démarche globale qu'on peut mettre en place partout, mais il y a une adaptation qui est nécessaire pour pouvoir répondre, on pense, au plus proche du besoin des étudiants. Okay.
Merci beaucoup. Alors, je passe à vous, Mathilde Neuville. Vous êtes présidente de l'association Consentis, qui s'occupe de la prévention et de l'action contre les violences sexuelles et sexistes dans les milieux festifs. Et je voulais vous demander comment se présentent les actions que vous menez et quel lien vous avez avec justement les milieux étudiants ou les associations étudiantes. Bonjour à tous. Donc oui, de l'association Consentis. Donc pour un petit historique, nous on s'est créé en février 2018, donc vraiment en réponse au mouvement MeToo, où le problème des violences sexuelles a été posé publiquement et massivement. Et nous, on avait envie de voir ces initiatives-là présentes aussi dans les milieux festifs. Donc c'est là où on a commencé en fait notre association en voulant se concentrer sur les bars, les festivals et les boîtes de nuit où nous ne voyions pas d'initiative de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc c'est là qu'est intervenue notre association Consentis pour créer une culture du consentement et promouvoir l'inclusivité dans ces lieux. Donc nos actions, elles s'organisent autour de 4 grands axes: visibiliser, prévenir, sensibiliser et fédérer. Visibiliser, donc on met en avant les problèmes des violences sexuelles, on essaie de créer une prise de conscience. Donc on parle justement, on rapporte les rapports, on montre des statistiques, on partage beaucoup de chiffres clés. Nous avons d'ailleurs nous-mêmes en février 2018 fait un état des lieux des violences sexistes et sexuelles afin de partager le constat alarmant de l'omniprésence et du caractère polymorphe des violences sexuelles dans les milieux festifs. Également, nous avons mené des campagnes de témoignages. Ça a fait l'objet d'une campagne de sensibilisation qui s'appelait MeToo Dance Floor. Pour, encore une fois, créer une prise de conscience. Notre deuxième axe, c'est prévenir. Et c'est là également où on intervient auprès des établissements d'enseignement supérieur lors de formations. Donc nous donnons des formations à la fois aux organisateurs et organisatrices d'événements festifs, mais également aux bureaux des étudiants et des étudiantes qui, en fait, sont aussi des organisateurs et organisatrices d'événements festifs. Donc on les accompagne dans la mise en place de dispositifs de prévention. Ça passe par la rédaction de chartes internes, donc de dispositifs, de comment réagir en situation de violence sexuelle ou LGBTQI-phobe. Également de chartes externes, c'est-à-dire comment engager les autres étudiants et les étudiantes dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et comment promouvoir une culture du consentement et l'inclusivité dans les campus. Donc ces formations, on en a dispensé on en a dispensé dans différents établissements d'enseignement supérieur, notamment à Sciences Po également. Ce sont des formations qui durent 4 heures. Donc aussi, nous, en prenant conscience de l'ampleur du sujet, on aimerait que ces formations elles durent plus longtemps parce qu'on est limité dans le contenu qu'on peut délivrer durant 4 heures. Mais c'est déjà un très bon début. On espère vraiment pouvoir en dispenser davantage et que cette formation, en fait, ce sera normalisé d'avoir ces formations pour les associations étudiantes, au-delà des bureaux des étudiants et des étudiantes. En fait, il n'y a pas que les BDE qui sont organisateurs d'événements festifs. Ensuite, nous avons développé du matériel de prévention. J'ai ramené notre flyer aujourd'hui que je vous invite à venir récupérer à la fin de la table ronde. On y voit comment être bienveillante en milieu festif et également donc, sur les campus, qu'on voit vraiment la définition du consentement sexuel et comment intervenir en tant que témoin actif et active. Pareil, on a repris la méthode des 5D développée par Olabac aux États-Unis. Nous avons aussi des affiches de prévention qui sont libres de téléchargement. Donc là, c'est vraiment un moyen facile de commencer à sensibiliser les étudiants et les étudiantes et également les fêtards et les fêtardes dans le cas des autres actions de Consentis. Notre troisième grand axe, c'est sensibiliser. Donc là, nous donnons des conférences. Nous donnons des conférences à AgroParisTech chaque année maintenant, où nous sensibilisons la quasi-totalité des étudiants sur les questions des violences sexistes et sexuelles
qu'est-ce que le consentement sexuel et comment instaurer une culture du consentement au sein du campus. On parle aussi de comment faire si on est victime de violence et comment intervenir si on est témoin. Donc voilà, ces conférences-là, on aimerait en donner davantage. Cette année, elles ont duré 1h30. Au début, elles duraient 2 heures, mais on avait vu que l'attention était parfois difficile, donc on les a raccourcies à 1h30. Mais on aimerait qu'en fait, il y en ait plusieurs, que ce soit des cycles, pour pouvoir nous permettre d'avoir davantage de contenu et d'accompagner vraiment les étudiants tout au long de leur cursus universitaire. Également, nous donnons des ateliers de sensibilisation. Donc ça, on les donne dans les festivals et soirées open air, enfin du coup, journées open air également, mais nous en donnons aussi dans des établissements d'enseignement supérieur, où là, c'est vraiment de manière interactive, en plus petits groupes, où on va parler de comment, en fait, communiquer le consentement. Quelles questions on se pose à soi pour établir le consentement et quelles questions on pose à l'autre. Et comment ça s'organise. Donc c'est vraiment une activité pratique, d'échange. Ces ateliers, ils sont pour 15 personnes. Et on voit également aussi les définitions et qualifications juridiques des violences sexistes et sexuelles lors de ces ateliers. Donc ça, c'est aussi une action que les établissements d'enseignement supérieur peuvent mettre en place pour sensibiliser leurs étudiants et leurs étudiantes. Et enfin, fédérer, c'est-à-dire que nous travaillons en réseau avec d'autres associations qui font des choses similaires à Consentis, donc de la prévention et de la sensibilisation sur les problématiques liées aux violences sexuelles et au consentement sexuel, afin justement de partager les bonnes pratiques, de travailler en bonne intelligence et aussi du coup de se répartir le territoire afin vraiment de normaliser nos actions, les rendre obligatoires et de pérenniser nos structures de la même manière. Voilà, on a une communauté également en ligne que nous animons, mais qui est plus spécifique sur le milieu festif. Ça s'appelle Bienveillance en milieu festif. C'est une communauté Facebook sur laquelle voilà, nous invitons à la fois les orgas et les fêtards à s'engager sur ces questions. D'accord, merci beaucoup. Et lors de nos objectifs, lorsque nous intervenons auprès des BDE, donc pour répondre plus spécifiquement à la question des actions que nous menons en enseignement supérieur, c'est donc de sensibiliser aux enjeux de discrimination et violence sexuelle, d'équiper de réflexes et d'outils à mobiliser donc, pour répondre aux violences sexistes et sexuelles, et d'accompagner dans la mise en place d'un dispositif. Et ça, c'est ce que nous avons pu faire également avec AgroParisTech. Alors justement, on passe à AgroParisTech. Juliette Verdet, vous faites partie de la cellule Cassis d'AgroParisTech. Donc c'est une cellule qui fait de la prévention de la même façon auprès des étudiants et des personnels. Et je voulais savoir, donc vous avez présenté et conçu un plan d'action en 2019. Je voulais savoir comment vous l'avez conçu, justement, à partir de quel départ. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, on l'a conçu à partir... malheureusement, la cellule Cassis est née après un cas de violence sexiste et sexuelle en soirée à l'Agro qui a été dénoncé immédiatement par la victime. Suite à ça, un groupe d'étudiantes et d'étudiants ont décidé de créer la cellule Cassis pour lutter à long terme à l'école contre ces violences sexistes et sexuelles. Et elles ont commencé par faire un sondage à l'ensemble de la communauté étudiante de l'Agro. Il y a eu 536 répondantes et répondants, dont 70% de femmes, ce qui est assez représentatif de l'Agro, parce qu'on est à peu près 70% de femmes par promo, ce qui est un peu différent des autres écoles d'ingénieurs et qui amène d'autres problématiques. Et du coup, dans ce sondage, il y a 40% des répondantes et des répondants qui ont dit avoir vécu des violences sexistes et sexuelles à l'Agro, et 81% des réponses pointent des événements festifs. Donc voilà, on a fait le constat qu'il y avait besoin de faire de la sensibilisation, de l'écoute et de la vigilance.
D'abord, c'était lié. Il y avait cette partie sensibilisation et cette partie écoute qui était réalisée par la cellule Cassis. Et on s'est vite rendu compte que c'était important de séparer les deux missions parce que la sensibilisation, elle doit être un peu plus offensive. On essaye un peu de bousculer les traditions, de casser les codes. Et ce qui est totalement différent de l'écoute, qui doit être à la demande et se faire plus discrète. Donc on a décidé de séparer les deux actions. Et maintenant, la cellule d'écoute est séparée de la cellule Cassis avec des étudiantes et des personnels formés à l'écoute. Après, du coup, notre plan d'action, c'est un peu ce que disait Colline. Il y a 3 aspects. Il y a une prise de il y a un aspect sur la prise de conscience, la sensibilisation, un aspect sur ouvrir la réflexion et un aspect de vigilance. Pour la sensibilisation, on a des conférences obligatoires. En première année, c'est sur les VSS en milieu festif, donc c'est là où on fait intervenir Consentis. Et puis les années suivantes, c'est plus sur le milieu pro. Donc il y a plusieurs niveaux de conférences sur le milieu pro chaque année avant les stages, avant les départs en stage des étudiantes. Et ça, c'est des ateliers en petits groupes. On fait aussi des théâtres forums, donc, dont on a déjà parlé. Et on fait aussi, là on a mis en place, on a beaucoup de soirées avec d'autres écoles d'ingénieurs, et du coup le problème de l'agro, comme je vous ai dit, c'est qu'il y a beaucoup de filles, et que beaucoup d'écoles sont contentes de nous inviter à leurs soirées pour cette raison, parce que c'est des écoles principalement masculines. Donc il y a un vrai enjeu sur ces soirées inter-écoles, et du coup maintenant on a mis en place un questionnaire à remplir pour pouvoir prendre sa place à la soirée. Et pour remplir ce questionnaire, il faut avoir regardé une vidéo de sensibilisation au consentement. Donc c'est assez court, c'est une vidéo de 5 minutes, mais c'est juste pour être sûr que tout le monde a eu un minimum de sensibilisation avant de se rendre à la soirée. Voilà, après, ouvrir la réflexion, ça se fait par des débats pour que les gens s'approprient le sujet, donnent leur avis dessus. On fait aussi des chroniques, des posts Instagram. On essaie un peu de déconstruire un peu et d'aller plus loin avec cette communication. Et après, il y a une vigilance, ça qui se fait sur 2 aspects. Vigilance à la culture du viol, essayer qu'elle ne reste pas dans l'école, donc qu'on a défini au début de cette journée. Par exemple, avec des chants, il y a beaucoup de chants sexistes dans les écoles, comme vous le savez. Nous, on a essayé de déconstruire ça. Après 1 an de travail, c'est fini. Il y a des chants qu'on a réussi à éradiquer de l'école et on est assez contente et content de ça. Mais voilà, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'explications. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas, qui disaient mais moi quand je dis ça, c'est pas méchant. Moi, j'ai jamais violé personne. Je suis en mode oui, c'est ok, mais c'est pas ça la question. C'est pas de toi dont on parle maintenant. Et du coup, ça a été un peu compliqué à comprendre pour certaines personnes, mais ça vient. Et du coup, c'est ça qui est cool. Et aussi, on fait beaucoup de sondages. À la fin des soirées, à la fin des stages, à la fin des week-ends d'intégration, on envoie des questionnaires pour recenser les violences sexistes et sexuelles et faire remonter à l'administration pour leur montrer qu'il y a encore un besoin de sensibiliser. Et justement, ce plan, vous l'avez soumis en fait à votre direction. Et je voulais savoir comment s'étaient passés les échanges avec la direction. Est-ce que justement l'école avait été réceptive aux actions ou pas ? Alors on a eu de la chance, l'école a été assez réceptive et très vite il y a 2 responsables du dispositif VSS qui ont été nommés dans l'administration. Donc bon, encore une fois, elles ont aussi un métier propre à la vie étudiante à côté, donc c'est pas leur emploi propre, cette lutte contre les VSS, et on aimerait bien que ce soit ça. Mais c'est déjà bien. Donc il y a 2 personnes en charge de ça, qui sont super, qui sont vraiment nos alliés dans l'administration, qui nous permettent de faire passer tous les messages qu'on veut, et qui sont à fond avec nous. Elles font partie aussi du dispositif d'écoute. Et du coup, l'administration a accepté de payer pour les formations qu'on fait, payer pour les formations de la cellule d'écoute. On est en train de commencer à leur dire que c'est pas assez, que ça c'est le strict minimum et qu'on veut plus de formations, on veut des formations des BDE, ça c'est des formations qui coûtent un peu plus cher, qui sont plus longues et par plus petits groupes. On est en train de leur dire que c'est essentiel et en fait on est en train d'essayer de faire dégager par l'établissement une ligne budgétaire spécifique à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, parce que pour l'instant, il n'y a pas de ligne spécifique. C'est la direction de la vie étudiante qui prend des sous pour financer ces conférences, et pour nous, c'est pas normal, ça ne devrait pas être pris sur la vie étudiante, ça devrait être un dispositif à part, obligatoire dans le cursus, et financé par l'établissement. Donc on essaie de faire ça. L'établissement est assez réceptif pour l'instant.
Merci beaucoup à toutes et tous pour toutes ces discussions.